Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Littérature versus mathématiques. Rencontre avec les écrivaines Nathalie Azoulay et Gaëlle Octavia, animée par Yann Nicole et enregistrée en public en mai 2022 au Théâtre de la Criée à Marseille, dans le cadre de la 6e édition du festival Oh les beaux jours. Voilà, ça fonctionne. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue parmi nous pour cette conversation en compagnie de Gaëlle Octavia et Nathalie Azoulay. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue parmi nous. Très heureux de vous retrouver pour cette conversation où, une fois n'est pas coutume, on va parler de littérature, ça c'est habituel, mais on va aussi parler des sciences en général et des mathématiques en particulier. On va essayer d'explorer précisément les liens ou l'absence de liens qui existent entre ces deux disciplines. On va en parler à partir de votre roman, ma chère Nathalie, qui s'intitule La fille parfaite, que je vais présenter dans un moment, qui raconte l'histoire d'amitié entre Rachel et Adèle, deux jeunes femmes qui choisissent précisément des champs et des disciplines différentes, l'une les mathématiques, l'autre le monde des lettres. On va en parler aussi avec vous, chère Gaëlle Octavia, puisque vous êtes la preuve vivante que cette confrontation peut ne pas être une scission, mais finalement une sorte d'unité, puisque vous avez à la fois une formation scientifique et que vous êtes également écrivaine. Et puis on évoquera aussi au fil de cette conversation, dans vos deux livres, des dimensions qui me semblent aussi présentes, en dehors de ce rapport aux sciences, le rapport à l'amitié, le rapport à l'émancipation, le rapport aussi aux différents carcans qui peuvent finalement empêcher la liberté individuelle, les carcans de genre, les carcans familiaux, les carcans sociaux, et puis peut-être justement cette étiquette du milieu scientifique et du milieu littéraire. On va évoquer tout cela avec vous. Une petite conversation à laquelle je vous inviterai bien sûr à participer si vous souhaitez prendre la parole en fin de rencontre pour un petit temps de discussion. Je vais vous présenter rapidement. Donc Gaëlle Octavia, je disais effectivement que vous aviez une formation scientifique d'ingénieur. On reviendra sur cette dimension-là, sur votre parcours. Vous êtes écrivaine, vous avez publié des textes de théâtre, écrit des textes de théâtre et puis 2 romans aux éditions Gallimard. Le premier qui s'intitule La fin de Mam Baby. On en parlait ensemble à table puisqu'il y a aussi un peu des échos avec le sujet du jour. Et puis le livre le plus récent, toujours chez Gallimard, La bonne histoire de Madeleine Démétrius, dans lequel vous mettez en scène cette narratrice qui est écrivaine, alors qui écrit des romans d'un genre particulier, on y reviendra, et qui est contactée par une ancienne amie d'enfance qui lui dit qu'elle a quelque chose à lui raconter et surtout qu'elle aimerait bien que cette écrivaine raconte son histoire. Donc il y a à la fois une réflexion, je dirais, sur le lieu, la Martinique, on y reviendra, sur la génération, sur l'époque, les années 90 notamment, et puis une réflexion sur l'amitié, sur la manière dont on se construit en miroir par rapport à une amie, et puis une amitié finalement longue durée avec, comme c'est le cas chez Nathalie, des trous, des ellipses, des disparitions presque pourrait-on dire. On reviendra sur tout ça. Vous, Nathalie, vous êtes écrivaine, vous avez publié plusieurs livres, notamment aux éditions POL. On se souvient de Titus n'aimait pas Bérénice, qui vous avait valu le prix Médicis en 2015. Vous publiez ce livre donc, qui s'intitule La fille parfaite, qui met en scène donc 2 personnages féminins, notamment le personnage de Rachel, qui est l'écrivaine, la narratrice, et qui va essayer d'écrire l'histoire d'Adèle, leur histoire commune. C'est une sorte aussi de biographie ou de portrait croisé d'une certaine manière, à partir de leurs rencontres, à partir de leurs évolutions, sachant qu'au tout début du livre, Rachel apprend le suicide d'Adèle, et c'est cette dernière disparition qui va provoquer finalement l'enquête sur leur histoire et sur leurs différents destins. Peut-être question très simple sur cette thématique qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Certes, ces 2 personnages sont représentatifs d'une certaine manière de ces 2 voix, mais c'est aussi un livre qui parle de la construction de soi, du rapport au père, de l'amitié, du temps, pourquoi pas. C'est un livre qui parle de la littérature, ce que peut dire la littérature ou pas. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de la construction du livre ? Est-ce qu'il y avait d'emblée la volonté de traiter ce double mouvement littérature-science à partir de ces personnages ? Ou est-ce que c'était une dimension qui est venue s'accoler à l'envie de parler d'amitié, de la construction de soi et de la fabrication d'un destin ? Comment ça a fonctionné pour l'écriture de ce roman ? Bonjour.
En fait, non, c'est par la division du savoir que j'ai commencé à avoir l'idée de ce livre. C'est-à-dire que ça fait quelques années que j'ai envie de raconter cette manière dont le monde du savoir est divisé, même s'il y a des passages de l'un à l'autre. Il y a quand même une division qui est très nette entre la partie scientifique du savoir et la partie littéraire. Et j'ai l'impression que c'est une division qui passe en chacun de nous, en fait, quand on est dans les années de formation, et dont on se souvient longtemps, et avec laquelle on vit finalement très longtemps, d'une manière à la fois consciente, mais pas toujours. Et donc j'avais envie de raconter cette division intérieure et extérieure, et je me suis dit qu'il ne fallait pas le faire d'une manière désincarnée, mais au contraire, avec les instruments du roman, c'est-à-dire celui de l'incarnation, et de l'amitié, qui est une forme à la fois d'existence en miroir, d'identité et d'altérité. C'est-à-dire que quand on est amis et quand on a 14 ans et qu'on se rencontre, quand on est une jeune fille, on a évidemment une aspiration à être comme son ami et en même temps à s'en distinguer. Donc c'est une relation passionnelle où il y a à la fois du même et de l'autre sans arrêt. Et donc j'avais envie de mettre en scène cette confrontation des mondes du savoir et du rapport au savoir par l'intermédiaire de cette confrontation amicale qui est encore une fois une union mais aussi une désunion en permanence, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est par le biais de cette réflexion sur le savoir que je me suis approchée de mon roman. Et ensuite, donc, j'ai pensé que je pouvais écrire une forme de roman de formation à deux têtes, doublé d'un polar, puisque ça commence comme un polar. Oui, et un roman de formation féminin, ce qui n'est peut-être pas anodin. Les grands romans de formation ou les grands romans d'apprentissage, on pense bien sûr à des personnages comme Sorel, comme Moreau et d'autres, étaient aussi des livres masculins. C'est peut-être une dimension qui est importante dans la manière dont vous ancrez ce roman-là avec un roman d'apprentissage doublement féminin. Oui, et doublement féminin et même à double titre, c'est-à-dire qu'il y a quelques romans de formation où les femmes sont les personnages, mais là j'avais envie de mettre en scène la passion du savoir. Et la passion du savoir, c'est pas un thème très très féminin. Et j'ai le sentiment depuis quelques années, en observant la façon dont se déploie le féminisme contemporain, que c'est un angle un peu mort, c'est-à-dire que le rapport au savoir et au savoir les plus masculins qui soient, c'est-à-dire le savoir mathématique en particulier, est pas une chose qui est abordée d'une manière très très courante ou très très ouverte. Et c'est un monde, le monde des mathématiques, qui moi m'a fascinée puisqu'il est quand même peuplé d'hommes pour 90%, surtout à ce niveau-là. Donc j'avais envie de mettre en scène ces deux filles qui ont décidé de conquérir toutes les places et tous les savoirs, y compris le plus masculin d'entre eux, et de voir comment elles agissaient, en fait, plus que par le biais de discours. C'est vraiment un roman qui raconte leurs actions, qui suit leurs actions et leur manière de conduire une vie pour justement atteindre ce qui est un peu inaccessible. Encore une question avant de me tourner vers Gaëlle, peut-être sur aussi la manière dont vous mettez en scène finalement cette dimension de l'orientation, non seulement évidemment comme un parcours de vie, une manière de s'orienter dans la vie, d'aller vers un métier, mais aussi finalement de se former au sens large du terme, de former un rapport au monde, de former un rapport aux autres. Il y a quelque chose dans cette dimension-là qui va bien au-delà d'un choix personnel. C'est une dimension, vous l'avez dit, féministe, politique et quelque chose qui détermine un rapport au monde dans sa globalité. Vous diriez cela ainsi ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que comme mère, j'ai eu affaire... Alors comme fille, moi, je me suis orientée scolairement, comme on dit. Et suite à ça, évidemment, plusieurs années après, j'ai dû orienter des enfants. Et je trouve que c'est une période cruciale. Alors, ce n'est pas seulement un choix de cursus, une orientation scolaire. C'est, comme vous le dites, le choix d'un rapport au monde qui passe par les études, mais qui le dépasse largement. Et quand on choisit, à l'âge de 16, 17, 18 ans, d'aller d'un côté ou d'aller vers une voie, eh bien, on quitte les autres, et dans ces autres, il y a aussi des rapports au monde qu'on abandonne. Alors, il y a des gens qui arrivent à conjuguer tout pendant très longtemps, mais il y a un moment donné, il faut toujours choisir, et le choix se réduit. Et j'avais envie de parler de ça aussi, de comment l'orientation vers les langages du monde, c'est-à-dire les langages des sciences, ou vers les langages de soi, c'est-à-dire les langages plutôt des lettres, modifie complètement votre rapport au monde et vous fait prendre des options qui sont le plus souvent irréversibles quand même.
Gaël, peut-être un petit mot sur cette question-là. Alors là, on est dans une disposition un peu curieuse puisqu'on parle des personnages de Nathalie et qu'on parle de vous, mais on va venir bien sûr à votre roman. Peut-être une réaction sur cette dimension de l'orientation. Je le disais, vous avez eu une orientation pour le coup, un cursus scientifique et puis un passage aux lettres. Vous avez le sentiment que ces deux manières d'envisager le monde, de s'ancrer dans le monde, vous avez ressenti cette dimension-là. Puis vous fréquentez énormément bien sûr de scientifiques. Peut-être nous dire un petit mot de cette dimension-là. Alors, bonsoir. Moi, je n'ai pas ressenti dans ma jeunesse, en fait, cette obligation de choisir son camp. J'avais plutôt une vision où on était soit bon, soit mauvais. Et quand on était bon en tout. Et quand on était mauvais en tout. Même si les mathématiques ont un statut particulier vis-à-vis de cette question d'être mauvais. Les gens disent qu'ils sont mauvais en maths. Parfois même ils le revendiquent. On ne dit pas qu'on est nul en histoire comme on dit qu'on est nul en maths. C'est vrai, il y a quand même une espèce de... Ça devient une identité d'être nul en maths. C'est quelque chose d'assez particulier. Je n'ai pas forcément l'explication. Enfin, il y a plein d'explications possibles. Mais j'ai pas grandi, moi, avec effectivement l'idée qu'il fallait choisir. Et j'ai essayé le plus longtemps possible de ne pas avoir à choisir. Il m'a, par exemple, à la fin de la seconde où on est censé choisir, on est censé s'orienter en S ou en L ou en ES, le choix de la première S pour moi était un choix évident parce que j'avais l'impression que, et c'est avéré, que faire une première S ne vous empêche pas de faire des études de lettres par la suite, alors que s'orienter en L, en général, ça signe la fin d'une histoire avec les sciences. Donc, pour moi, il n'y avait pas de question, c'était S. Et encore une fois, je n'ai pas vécu ça comme un abandon des lettres. Et puis, c'est vrai qu'autour de moi, moi, je me suis donc construite dans cette idée que voilà, les bons étaient bons partout et les bons élèves, toute ma vie, c'était les meilleurs partout, en fait. Ils étaient meilleurs dans toutes les matières. J'ai pas connu, au collège ou au lycée, des enfants très, très bons en lettres et nuls en maths, en fait. J'avais pas ça, moi, autour de moi. Donc, pour moi, ça n'existait pas. Et puis, le fait d'être matheux, j'ai toujours écrit. Moi, j'écris depuis que je suis gamine, donc... Ça ne m'a jamais semblé incompatible avec le fait d'être bonne en maths, par exemple. D'autant que je n'étais pas passionnément amoureuse des maths. J'étais bonne en maths, mais l'amour des maths, j'ai découvert ça assez tardivement en réalité. Tout en écrivant systématiquement sur les fiches qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Je mettais ingénieur en aérospatial. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, mais c'était une réponse qui avait l'air de faire plaisir à mes profs, à mes parents, donc j'écrivais ça. Mais il y a aussi pour moi une décorrélation. Enfin, il y avait, quand j'étais jeune, entre ce qu'on aime faire dans la vie et les études qu'on fait ou ce qu'on veut faire plus tard. Enfin, pour moi, tout ça, ça n'avait rien à voir, en fait. Donc voilà. Et peut-être une chose aussi tout de suite pour réagir à ce qu'évoque aussi Nathalie et ce qui est à l'œuvre dans son livre autour du personnage d'Adèle, c'est le fait de, entre guillemets, rentrer par effraction dans le monde des garçons. Cette dimension-là, qui est encore indépendante de la discipline en tant que telle, de rentrer dans un microcosme qui est un microcosme à majorité masculine. Peut-être nous dire un mot de cela, puisque c'est aussi un ancrage là aussi dans le monde, un ancrage dans une forme de singularité, en tout cas. Peut-être nous parler un petit peu de cette dimension-là. Alors ça, c'est à partir du lycée que je me suis... Effectivement, quand même, cet aspect que les sciences seraient une sorte de bastion masculin, ça ne m'a pas sauté aux yeux au collège, à l'école primaire encore moins, mais à partir du lycée, notamment à partir de la première S. Alors moi, j'étais dans un lycée. Donc moi, j'ai grandi, je suis née et j'ai grandi en Martinique. Donc, je pense que c'est sans doute très différent de grandir à Paris et d'être déjà assez proche de toutes ces choses, de toutes ces grandes écoles, etc. Nous, on était quand même très, très loin de tout ça. Donc, on était peut-être aussi moins influencés par certaines visions des choses. Mais au lycée, j'ai remarqué que les garçons qui étaient bons, et notamment en sciences, roulaient des mécaniques de manière absolument insupportable. Et que les filles qui étaient aussi bonnes, voire meilleures, ne s'en vantaient pas. En tout cas, cette attitude qui consiste à dire, en sortant d'un devoir de maths de 4 heures, j'ai torché le devoir, je suis trop fort, etc.
C'est une attitude qui est considérée comme anti-féminine, en fait. Les filles ne s'autorisent absolument pas à faire ça. Elles n'ont même pas envie de le faire, d'ailleurs. Les garçons se tapent la poitrine, etc. Et je sais que moi, en tant que fille plutôt bonne, ça m'agaçait parce que il y avait des légendes comme ça au lycée. Il y avait des garçons dont on parlait comme des espèces de génies. Il y a toujours des espèces de génies. Et on était notamment 2 filles à être très bonnes. On était meilleures qu'eux. On disait, mais personne ne dit qu'on est des génies. C'est quand même dégueulasse. Alors que... Et au point que... Et les garçons n'acceptaient pas, en fait, cette idée qu'il y avait quand même 2 ou 3 filles qui pouvaient éventuellement leur faire de l'ombre. J'ai un souvenir marquant qui est la venue de Pierre-Gilles de Gênes en Martinique. Pierre-Gilles de Gênes, auréolé de son prix Nobel. Et alors, en Martinique, il faut imaginer, hein, on est, comme on dit, on est derrière le dos du bon Dieu. Hein, c'est pas tous les jours qu'un prix Nobel vient nous voir. Donc, il y a eu une espèce de grand-messe. Ça s'est passé. Alors, c'était pas dans un stade, mais ça s'est passé dans un lieu vraiment qui pouvait accueillir beaucoup de personnes. Après, il fallait sélectionner qui avait le droit d'aller voir Pierre-Gilles de Gênes. Et le proviseur de mon lycée avait dit que les 2 meilleurs en physique de chaque classe avaient le droit. C'était un lycée avec beaucoup de classes, hein, c'était un gros lycée. Avaient le droit d'aller voir Pierre-Gilles de Gênes. La prof de physique, elle a regardé les moyennes. Les 2 meilleurs, c'était un garçon et moi. On est allé voir Pierre-Gilles de Gênes. Tous les garçons de ma classe, les garçons très très forts qui se vantaient d'être très très forts, ont dit que notre prof avait un peu changé la règle et qu'elle avait envoyé le meilleur garçon et la meilleure fille, ce qui était un mensonge éhonté. Mais pour eux, c'était important de sauver la face, en fait. Voilà. Peut-être Nathalie revenir et puis je ferai réagir bien sûr Gaël. Gaël évoquait à l'instant le fait de dire ingénieur en aérospatial pour faire plaisir à mes parents et à mes professeurs. Et c'est vrai que ce rapport à la famille, il est très fort évidemment dans votre roman et on pourra en dire autant pour vos personnages, cher Gaël. C'est que Adèle est dans une famille de matheux, si on peut dire les choses de manière très caricaturale. Rachel est plutôt dans une famille de littéraires. C'est des milieux aussi sociaux qui sont différents. Et finalement, il y a un bain culturel, on parlait de rapport au monde, qui est quelque chose qui détermine presque de manière inéluctable les destins. Il y a aussi cette dimension-là de l'origine et de l'endroit d'où on vient, et peut-être d'un destin tout tracé. En tout cas, il y a une réflexion de cet ordre, me semble-t-il. Oui, bien sûr, et ce sont des familles qui ne sont pas des familles artificiellement créées par le roman. J'ai connu et je vois encore beaucoup de familles qui fonctionnent de cette façon-là. Et donc c'est vrai qu'Adèle est élevée comme fille unique par un père ingénieur qui aurait voulu faire de la recherche en maths et qui n'a pas pu pour des raisons diverses, et qui donc mise beaucoup sur l'avenir de sa fille et qui la prépare depuis qu'elle est enfant à être la meilleure en maths. Il lui fait faire évidemment beaucoup d'exercices, beaucoup de résolution d'énigmes, beaucoup d'échecs, enfin voilà, tout ce qui va avec l'abstraction mathématique et la stratégie. Et donc, il n'est pas question pour lui qu'elle fasse autre chose que ça. Et elle est complètement conditionnée. Elle est heureuse d'honorer la mission que son père lui a confiée. Et donc, elle fait ça sans vraiment se demander si elle pourrait faire autre chose. Sauf qu'elle rencontre Rachel. Et Rachel vient d'une famille qui, au contraire, est une famille littéraire depuis plusieurs générations. Mais quand je dis littéraire, ce ne sont pas uniquement des écrivains, pas du tout d'ailleurs, puisque ce sera la première. Mais ce sont des universitaires en histoire, en droit, des journalistes. Voilà, donc tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle les lettres en général, où il n'y a pas de formation scientifique. Et donc, elle vit dans cette dynastie, parce que c'est une famille assez installée, assez puissante. Et elle se rend compte, en rencontrant Adèle, que justement, ce genre de famille est la risée du père d'Adèle. C'est-à-dire que quand on est une famille de scientifiques avec vraiment la valeur suprême donnée à la science, tout le reste est littérature, mais au mauvais sens du terme. Et donc, pour le père d'Adèle, tous ces intellectuels sont des bavards impénitents et il éteint la radio parce qu'il en a assez de leur discours. Et en gros, il dit, son idée, c'est qu'ils ne comprennent rien au monde, à la vraie... au vrai sens des choses, et que de toute façon, même les progrès qu'on pourrait faire en littérature ou en sciences politiques, etc., ne changeraient jamais la face du monde, alors qu'un progrès scientifique change la face du monde. Voilà, donc il y a cette hiérarchie qui est très campée, qui est très posée, qui est un peu indéboulonnable. Mais la rencontre de cette amitié, c'est-à-dire d'Adèle et de Rachel, va bousculer ces deux édifices, en fait. C'est-à-dire que chacune va découvrir la tribu d'en face et va se rendre compte qu'il y a une échelle de valeur qu'elle ne connaît pas et qui est aussi très profitable. C'est-à-dire que Rachel débarque dans cette famille scientifique et découvre la valeur des sciences et l'abstraction mathématique et le raisonnement et la rigueur, etc. Et en face...
Adèle découvre chez Rachel des choses qui lui manquent, c'est-à-dire le goût des arts, le goût de la conversation, la culture littéraire, la littérature, et c'est un monde qui s'offre à elle. Donc j'ai volontairement fait cette rencontre des deux mondes qui s'ignorent et qui produisent du très bon pour l'une et pour l'autre finalement. Oui, et qui en même temps produisent une forme de déséquilibre qui est à l'œuvre dans la relation qui existe entre Rachel et Adèle, une relation amicale, passionnelle, mais qui est asymétrique d'une certaine manière, et qui révèle, ou en tout cas on peut le penser, une forme de prédominance, de pouvoir affirmé de la discipline scientifique contre l'autre. Vous diriez cela ? Évidemment, c'est ce qu'a dit Gaëlle, c'est-à-dire qu'elle a fait ses études d'ingénieur, elle est devenue écrivain. Il n'y a pas d'écrivain qui puisse devenir ingénieur tardivement. Donc, évidemment que quand on quitte la science et le langage des sciences, il est très difficile de le retrouver. Alors que si vous êtes un scientifique, vous pouvez toujours lire toute la littérature du monde et peut-être même en faire. Donc, il y a cette asymétrie qui est vécue de manière très profonde par le personnage de Rachel et qui est un peu la clé de voûte de mon roman, finalement. Tout est dans cette asymétrie et dans cette façon de la juguler, de la vivre, de la dépasser, finalement de la dépasser. Mais il y a un jeu autour de ça qui est très profond et qui est très instable. C'est une relation qui est relativement comparable à celle entre les deux personnages de votre roman, Gaëlle, puisque entre eux, il y a une scission ou une différence qui est liée à l'origine sociale. Et puis, un petit côté effectivement scientifique. Madeleine est fille de médecin. Et il y a aussi là une relation, alors je ne sais pas si on doit dire asymétrique, en tout cas avec des différences. C'est aussi une des dynamiques du roman et de l'histoire entre ces deux personnages. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot de cette dimension ? Oui, les points communs que je verrais, c'est effectivement... Alors, on n'est pas dans le même genre d'univers. Encore une fois, les personnages de La Bonne Histoire de Madeleine Démétrius évoluent en Martinique, où, par exemple, des espèces de dynasties de professeurs de lettres, ça n'existe pas là-bas. Je veux dire, c'est pas voilà, des universitaires, etc. On est dans un petit lieu, encore une fois, très éloigné de la capitale. La France est un pays très centralisé, comme on sait, hein, donc plus on est loin, voilà. Donc ce type d'élite, finalement, purement intellectuelle, n'existe pas. En revanche, il y a des élites sociales, il y a des élites liées à l'argent ou à un certain statut social. Par exemple, le statut de médecin est un statut social. Et effectivement, des familles où on est médecin de père en fils ou de père en fille ou de mère en fille, oui, c'est un statut et c'est une forme, effectivement, de caste d'une certaine façon. Et donc, le personnage de Madeleine appartient à ce type de famille. Donc, elle est médecin comme ses parents étaient médecins. Et elle est aussi, c'est un autre point commun avec Adèle, elle grandit sous le regard d'un père qui attend beaucoup d'elle. Elle est la seule fille, alors elle n'est pas fille unique, mais elle est l'unique fille de ses parents. Elle a des frères. C'est une configuration que j'avais déjà imaginée dans la fin de Mam Babi, où Mam Babi est aussi une unique fille d'une fratrie, en fait, d'une fratrie très masculine. Donc, il y a ce statut particulier de la fille dont on attend beaucoup et qui, quelque part, n'a pas droit à l'échec, en fait. N'a pas le droit de décevoir son père. Il y a évidemment quelque chose d'oedipien qui se joue, enfin, voilà, d'un devoir de plaire au père, de se conformer à, justement, d'être la fille parfaite de son père. Et ça, c'est très fort aussi chez Madeleine Démétrius. Et la narratrice du livre, qui n'a pas de prénom, elle, c'est une fille de femme de ménage qui n'a pas de père, enfin qui a un père qui a pris la poudre d'escampette et qui ne l'a pas spécialement élevée. Donc, et elle ressent très fortement ce décalage avec cette famille très structurée où on se transmet un savoir, on se transmet un statut social où elle ne va hériter de rien si ce n'est des problèmes de sa mère, en fait. Je parlais de l'écriture et du fait que cette héroïne était une romancière. Alors, je ne sais pas si on doit parler de roman de gare ou de roman, disons, de divertissement, on pourrait dire les choses ainsi. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette figure d'une écrivaine qui était peut-être... dans un domaine de la littérature non noble? Est-ce que c'est aussi une manière de réfléchir à la légitimité, à la notoriété des écrivains, à la façon dont on s'inscrit aujourd'hui dans le monde en tant qu'écrivain lorsqu'on a une figure de cet ordre?
Disons qu'il fallait que ce personnage ait une forme d'insatisfaction dans son métier. Donc elle a réussi, entre guillemets, puisqu'elle s'est extirpée de son milieu social. Elle est quand même... elle a fait un bond social considérable par rapport à sa mère. Mais il fallait que ce personnage garde une forme de complexe quand même. C'était plus intéressant d'un point de vue romanesque. Donc, en fait, elle est très consciente qu'elle fait des petits romans commerciaux. Voilà, ça se vend bien, mais elle sait bien qu'elle ne fait pas de la grande littérature. Et puis, il fallait... Alors, c'est une dimension que j'ai construite après coup, parce que moi, je n'écris pas forcément de manière linéaire. Ça part un peu... Voilà, je reviens sur les personnages ou sur leurs caractéristiques, parce qu'à un moment donné, dans la progression du roman, ça me semble nécessaire. Il fallait que ce retour de Madeleine Démétrius dans sa vie lui apporte quelque chose, et ce retour de Madeleine lui apporte son meilleur roman, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de cette histoire, elle échoue à répondre aux questions qu'elle se pose au sujet de Madeleine, mais elle écrit un roman qui est d'une plus grande valeur que ce qu'elle écrivait jusque-là. Donc évidemment, pour qu'il y ait ça, il fallait qu'elle écrive des romans de gare avant. Voilà. Et sur la figure d'écrivaine de Rachel, peut-être, il y a à la fois une réussite incontestable du côté de Rachel, et en même temps toujours une forme de minoration dans son esprit, en tout cas de ce qu'elle réalise, une forme de complexe qui est liée peut-être aux choses qu'on a évoquées jusque-là, de la famille, de l'origine, du rapport à une forme de légitimité. Mais c'est aussi une sorte de portrait de l'écrivain, finalement, ce roman, où vous aviez envie de réfléchir autour de ces dimensions-là. Oui, c'est-à-dire j'ai voulu mettre en scène deux créatrices d'un genre différent, puisqu'il y en a une qui est chercheuse en maths, mais qui crée et qui invente dans son domaine, et l'autre qui devient écrivain. Et j'ai dit tout à l'heure, et c'est important, c'est la première écrivain de sa famille, puisqu'ils sont tous universitaires. Elle a commencé par être universitaire, mais elle a très vite pris la tangente. Et en fait, la création est quelque chose de très central dans le roman. Et comme vous le dites, elle a le sentiment que... aussi loin qu'elle pourra aller, elle ne pourra jamais aller aussi loin que la recherche en mathématiques, qui lui semble être une sorte de ciel d'azur, comme ça, vraiment beaucoup plus haut que tous les autres, parce qu'elle ne comprend pas ces langages. Et qu'elle a toujours le sentiment qu'en retour, eux comprennent ces langages à elle. Donc la symétrie est encore en jeu dans cette histoire. Et finalement, elle écrit des romans qui vont toujours avoir ce sujet, finalement, c'est-à-dire cette confrontation des mondes. Elle a le sentiment d'être une privilégiée, c'est-à-dire d'être une pure littéraire qui a quand même fait un bac scientifique pour être avec sa copine autant qu'elle pouvait l'être, et qui a le privilège de connaître ces deux mondes. Et je crois que c'est très important pour elle d'être un peu comme ça, infiltrée dans la tribu d'en face et de pouvoir en parler. Et donc dans ces romans, il est toujours question de cette double appartenance entre le monde des sciences, le monde de la littérature. Et puis finalement, à l'occasion de la mort de son amie, comme elle mène cette enquête pour essayer de savoir ce qui a échoué, parce que Adèle, sur le papier, elle avait tout pour être heureuse. Elle avait fait une brillante carrière en mathématiques, elle est mariée à un homme formidable et elle a un petit garçon, donc elle n'a aucun problème apparent. Et donc il y a quand même un mystère sur le suicide de cette fille qui n'aurait pas dû mourir. Et donc Rachel enquête, remonte le cours de leur histoire, et plusieurs années, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à pendant 30 ans, et à l'occasion de cette recherche, finalement, elle écrit un roman qui va être un roman qui va consacrer sa carrière. Alors, elle en a écrit d'autres qui ont très bien marché, elle en parle. C'est une façon aussi pour elle de mesurer ce que c'est qu'être un créateur artistique par rapport à un créateur mathématique. Un créateur artistique a un public très nombreux quand il réussit. Et un créateur mathématique s'adresse à 3 personnes dans le monde parce que personne d'autre ne peut comprendre l'objet de sa recherche, puisque c'est toujours très spécialisé. Et il y a aussi cette mise en scène de la foule et de la solitude dans leurs 2 parcours. Une solitude qui est immense, qui grandit plus on va haut et plus on est seul, et qui est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles Adèle a craqué et s'est supprimée finalement. Sans doute, il y avait d'autres raisons, et il y en a d'autres que le roman invoque. Mais il y a aussi cette différence-là. Et finalement, au fur et à mesure que le roman d'Adèle s'écrit par la main de Rachel, il y a une reprise de confiance en elle comme écrivain, qui a quand même des pouvoirs, qui a quand même cette chance de pouvoir s'adresser à beaucoup de monde, d'être comprise par beaucoup de monde. Et ce long détour par le complexe, par l'asymétrie, par
le sentiment d'un manque, finalement se conclut assez positivement pour elle. Bon, elle a perdu son ami, mais elle a gagné quelque chose de son rapport avec la littérature, qui est un rapport difficile, et je trouve encore plus difficile aujourd'hui, dans une époque hautement technologique, où la science quand même dirige le monde beaucoup plus qu'avant, et c'est l'un des enjeux de ce livre aussi. Et donc, le roman commence là-dessus, sur une espèce de débâcle de la littérature dans le monde actuel, qui va être un peu jugulé par toute la trajectoire de Rachel. Oui, et par la méthode, d'une certaine manière, avec les armes de la littérature, c'est-à-dire la langue, l'enquête, vous l'avez dit, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre, et quelque chose qui pourrait presque correspondre, alors c'est peut-être un peu facile de le dire comme ça, mais à une forme d'élucidation du réel, ou en tout cas une manière de désobscurcir un certain nombre de points par l'alchimie de l'écriture, de la langue, de l'incarnation, de la littérature en réalité. Oui, du roman et du récit. Alors, dans cette époque où on dit que la technologie est quand même majeure, et elle l'est, c'est indéniable, on a quand même toujours besoin des récits, hein, ce fameux mot de récit qui est très à la mode, qui n'est pas le roman, mais qui est quand même une forme de rapport au monde qui passe par du texte, qui passe par une grammaire, qui passe par le langage, et est un rapport qui est encore toujours très valorisé. Alors je ne sais pas ce que ça donnera, parce qu'il y a des récits qui n'ont rien à voir avec la littérature, mais en tout cas, dans l'entreprise que Rachel fait, et dans cette trajectoire avec beaucoup de détours, encore une fois, elle renoue avec le prix que cette chose-là a, et qui est en effet ce rapport au mystère qui passe par une forme d'élucidation, pas totale, mais en tout cas aussi, poussée aussi loin que possible, et par ce rapport au langage et à la clarté que donne le langage sur le monde aussi, oui. Yael, peut-être réagir à ce que disait Nathalie sur la solitude du chercheur, du créateur mathématique versus le créateur artistique. Est-ce que, je le disais, vous travaillez pour cette fondation autour des mathématiques à Paris, vous fréquentez beaucoup de mathématiciens, de mathématiciennes. Il y a cette idée de la solitude du créateur mathématique ou du créateur scientifique. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot? Oui, alors il y a de la solitude et en même temps il y a un aspect collaboratif et social qui est important. C'est-à-dire le savant dans sa tour d'ivoire, c'est pas tout à fait ça quand même. Mais il est vrai qu'à un certain niveau d'expertise, il y a peu de gens, alors pas trois quand même, mais peu de gens qui peuvent vraiment comprendre une recherche, notamment en mathématiques, mais bon, dans les autres sciences aussi, j'imagine, même si je les connais moins. Mais enfin, une grosse partie du travail, alors après, les domaines des mathématiques sont assez divers, mais globalement, une grosse partie du travail du chercheur en mathématiques consiste à lire des articles d'autres chercheurs, à aller dans des colloques, à discuter avec des collègues. Et ils sont très friands de cet aspect social. Et puis, effectivement, il y a une partie du travail qui se fait seul, avec son papier, son crayon et ses idées. Donc, il y a quand même... La solitude n'est pas absolue. Je pense qu'on a aussi affaire à des gens qui sont assez à l'aise avec la solitude, et Alexandre Grothendieck a de très beaux passages dans son ouvrage Récoltes et semailles, qui a été récemment publié par Gallimard, qui est un livre donc Alexandre Grothendieck, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très très grand mathématicien du XXe siècle. Le mot génie est assez galvaudé, mais s'il y a un génie mathématique, en tout cas s'il y a 10 génies mathématiques au XXe siècle, il en fait partie, incontestablement, et peut-être même c'est le meilleur. Ce qu'il a apporté aux mathématiques peut être comparé à ce que Einstein a apporté à la physique en termes de révolution, en termes de changement complètement du regard. Donc c'est vraiment un géant, Grothendieck, et dans ce livre Récoltes et semailles, qui est en grande partie illisible, mais dont je sais pas parce que c'est un truc qui se passait sous le manteau, qui pendant longtemps, moi j'ai le PDF depuis très longtemps, et puis récemment Gallimard a décidé de le publier. Bon, je sais pas du tout quel travail éditorial ils ont fait dessus, j'ai pas vu la version papier, mais il a des très très beaux passages sur la création et sur la solitude. Et bon, Grothendieck, c'est quelqu'un qui a un parcours de vie complètement fou. C'est un enfant de déporté. C'est quelqu'un qui a passé une partie de son enfance dans des camps de transit, dans des camps parce qu'il était allemand. Alors, il était fils d'un juif ukrainien, je crois d'ailleurs, déporté à Auschwitz. Mais en même temps, il était allemand par sa mère, donc il était indésirable en France. Enfin bon, un truc complètement fou. Donc, il a eu une solitude vraiment très très grande, et il a vécu dans une situation très précaire, mais qui a fait qu'il a été à l'aise avec la solitude très tôt,
Et il parle de ce rapport à la solitude. Il dit qu'il est très bien tout seul, en fait. Donc voilà, il y a les... Enfin, il a eu une fin de vie quand même assez tragique. Je ne sais pas si on peut dire tragique. Alors, moi, c'est un personnage qui me fascine. Bon, pour parler vulgairement, on peut dire qu'il est fou, qu'il était, puisqu'il est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, enfin il y a quelques années. Il a un parcours qui se comprend, en fait. Par exemple, il s'est retiré dans l'Ariège à un moment donné. Et quand on sait qu'un des derniers camps de transit où son père a été interné avant Auschwitz, c'est pas très loin de là, on a l'impression d'un parcours parfaitement cohérent, en fait, et d'un dépouillement, en fait, de quelqu'un qui enlève comme un oignon des espèces de couches superficielles, mais en fait, au bout d'un moment, ce qui n'est pas superficiel se réduit à pas grand-chose, mais je pense que pour lui, ça faisait sens. Je ne sais pas si lui, il avait l'impression de vivre quelque chose de tragique. Bon, après, c'est vrai qu'il est devenu assez misanthrope. Mais bon, c'est un personnage fascinant, en tout cas. Nathalie, peut-être sur cette dimension-là, vous avez, on imagine comme ça, mais peut-être à tort, que vous connaissez mieux le monde de Rachel que celui d'Adèle. Vous avez fait des recherches, vous avez pris des figures, peut-être d'ailleurs des figures féminines. Comment vous avez travaillé autour de ce monde-là? Alors, je dis que vous le connaissez moins bien, mais je ne sais pas, peut-être n'est-ce pas le cas. Comment vous avez bossé autour peut-être de figures précises, de figures féminines en particulier? Est-ce que vous êtes parti au contraire vraiment dans la création de personnages? Comment ça a fonctionné? Non, alors vous avez raison de dire que je connais mieux le monde de Rachel, c'est quand même vrai, c'est plutôt mon monde naturel. Mais j'ai la chance d'avoir des amis, quelques amis scientifiques avec lesquels j'ai beaucoup d'échanges et je trouve ça toujours très précieux. C'est pour ça que ce livre, c'est aussi une invitation à l'échange entre les deux mondes. Et donc, je les regarde vivre, je discute avec eux, donc je les observe. Ça a été mon premier terrain. Et puis ensuite, j'ai lu des écrits de mathématiciens. J'ai lu en ligne, avant que Gallimard ne les édite, Les récoltes et semailles. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande partie des choses qui est incompréhensible, en tout cas pour moi. Mais il y a des choses, comme vous dites, sur l'enfance, sur la création, sur la solitude, qui sont tout à fait parlantes, y compris pour un non-mathématicien. Et j'en ai lu d'autres, des écrits de mathématiciens. J'ai rencontré des mathématiciennes. Et donc, forte de toutes ces observations qui étaient multiples, j'ai créé mes personnages. J'ai entendu parler d'histoires de vraies personnes qui s'étaient supprimées à ce niveau-là de réussite. Et ça m'avait beaucoup frappée, c'était il y a quelques années. Et donc, voilà, enfin, comme dans tous les romans, j'ai fabriqué des créatures à partir de toutes mes sources. Et au sein de mes personnages, il y a, comme dirait Proust, une foule de personnages. Donc, j'ai travaillé avec de l'observation vivante et puis de l'observation livresque. Mais je n'ai pas en face de moi le personnage d'une Adèle qui était déjà tout constitué, non. Je l'ai fabriqué avec tout ça. Une petite question peut-être commune sur... finalement des personnages qui ne sont pas dans les mêmes disciplines, mais qui partagent peut-être un ancrage dans la vie avec une forte radicalité, avec une soif d'intensité, peut-être même une quête d'absolu d'une certaine manière. Vous parlez des fins tragiques de certains d'entre eux, peut-être d'ailleurs Gaëlle, si vous voulez dire un mot de ces questions-là, on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que dans un cas comme dans l'autre, ce sont quand même des destins, des existences qui s'inscrivent dans une forme de vie intense, de vie électrique et peut-être de quête d'absolu, que ce soit par la recherche scientifique ou par la recherche littéraire? Est-ce que vous diriez qu'il y a, en tout cas dans l'inscription dans le monde, quelque chose de comparable? Oui, dans les deux cas, il y a une volonté d'atteindre quelque chose de très haut, donc qui passe par de l'ambition, mais de l'ambition intellectuelle. Hein. Il n'y a pas d'ambition sociale très, très, très déployée dans mon livre. Elles sont toutes les deux de milieux bourgeois, un peu différents, mais bon, l'enjeu n'est pas là, l'argent n'est pas l'enjeu non plus, mais c'est vraiment une volonté de conquérir le monde du savoir dans sa totalité. Comme s'il y avait une totalité possible. Alors, il y a eu une totalité possible autrefois, hein, au XVIIe, les philosophes étaient mathématiciens, mais les savoirs ont évolué depuis le XVIIIe, et aujourd'hui, il est très difficile d'être à tous les endroits. Mais il y a ce vieux rêve que le savoir pourrait être total. Et c'est ce qui anime ces deux jeunes filles au début de leur vie. Et puis, au fur et à mesure qu'elles avancent, l'intensité, la volonté de marquer son temps, de marquer sa création est très partagée par les deux de manière différente. Mais c'est pour ça aussi qu'elles cessent de se voir à des moments de leur vie, parce qu'elles ont du travail à faire, en fait. Donc elles se disent que l'amitié, bon, c'est bien, mais on se retrouvera, faisons chacune ce qu'on a à faire de notre côté.
Et donc, elles sont menées par cette volonté, cette exigence, qui est une passion humaine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 36 façons de vivre la passion. Il y a les passions amoureuses, il y a les passions politiques, enfin voilà, le pouvoir, etc. Et elle, c'est le savoir. Et donc, encore une fois, c'était très important pour moi de le mettre en scène du point de vue des femmes, puisque ce livre, c'est aussi un encouragement donné aux jeunes filles pour que justement, elles aillent conquérir tous les savoirs, que dans ces périodes hautement technologiques, qu'elles ne laissent pas la technologie aux hommes. Elles veulent de l'émancipation, elles veulent de l'indépendance économique. Et ben, il faut prendre toutes les voies qui y mènent. Et il y avait vraiment chez moi ce souci-là aussi de m'adresser aux jeunes filles actuelles. Peut-être une question de cet ordre sur la réalité de ce que vous pouvez constater, vous aussi, Gaëlle. On disait que c'était un monde de garçons et qu'il fallait y entrer par effraction. Peut-être nous parler aussi de quelques figures féminines, nous dire si vous avez le sentiment que, malgré tout, dans des mouvements aujourd'hui de la société, dans différents domaines, ce domaine-là est aussi touché peut-être par des évolutions positives. Comment est-ce que vous voyez cette question-là ? C'est une vaste question. Bon, il y a une vraie question de pourquoi les filles font pas de maths. Parce qu'elles sont très bonnes à l'école, elles sont très bonnes au collège, au lycée. Et puis, quand on arrive au doctorat, c'est 30%, donc c'est un tiers à peu près des doctorants sont des doctorantes. Et si on regarde les statistiques au niveau professeur, par exemple, le professeur d'université, là, on n'est plus qu'à 14% de femmes. Donc, tous ces mécanismes, enfin, il y a plein de mécanismes différents qui expliquent ça, mais il y a beaucoup d'autocensure. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus lutter contre une autocensure que contre des barrières extérieures. Quoique, parce que j'ai des collègues qui m'ont fait part, par exemple, de la manière dont des dossiers pouvaient être examinés en commission de recrutement, hein, donc les commissions qui vont faire que vous allez devenir chercheur au CNRS ou pas. Un collègue, un mathématicien que je connais bien, qui a eu quand même l'honnêteté de se rendre compte après coup qu'il avait considéré 2 dossiers en réalité très semblables, un dossier de filles et un dossier de garçons, et qu'il les avait pas du tout jugés de la même manière. C'est-à-dire dans les 2 cas, c'était donc une jeune mathématicienne ou un jeune mathématicien qui avait collaboré, puisque beaucoup de choses se font en coécrit des articles. On fait, encore une fois, hein, c'est pas qu'un travail solitaire, loin de là. Et donc, c'était à chaque fois le profil d'un jeune chercheur ou d'une jeune chercheuse qui avait collaboré avec une star des maths, en gros. Et le profil du garçon avait été considéré comme extrêmement positif, hein, c'est-à-dire, c'est un jeune, si un grand mathématicien veut travailler avec lui, c'est qu'il est très très fort. Et pour la fille, exactement le même critère avait été au contraire éliminatoire, c'est-à-dire, oui, bon, elle faisait le café, quoi, en gros. C'est forcément le grand homme qui a tout fait. Et c'est vraiment après coup qu'il s'est dit, mais en fait, c'était absolument la même chose, sauf que d'un côté, on avait une fille. Donc, il y a quand même des préjugés qui persistent. Mais c'est vrai que moi, l'endroit où il me semble prioritaire de travailler, c'est au niveau de la confiance en soi des filles. Alors peut-être que c'est des carrières qui les font pas assez rêver non plus, pour des raisons qui s'expliquent pas vraiment, parce que par exemple une carrière de chercheuse en maths, c'est très compatible par exemple avec le fait de fonder une famille, ce qui peut être une vraie question. Sachant que les hommes ont toute la vie, hein, pour fonder une famille, les femmes il y a un moment il faut faire des choix assez tôt si on veut faire des enfants par exemple, donc c'est des choses qui peuvent entraver. Or parmi les très grandes mathématiciennes, il y a l'exemple de Laure Saint-Raymond que vous connaissez sans doute, qui a 6 enfants, qui est peut-être une des meilleures mathématiciennes françaises, qui est passée un cheveu de la médaille Fields. Je me suis demandé si elle avait inspiré le personnage. Il y a Claire Voisin. Oui, Claire Voisin a 5 enfants. Oui, j'ai fait une interview croisée de Claire Voisin, de son mari Jean-Michel Coron, qui est aussi mathématicien. C'est génial de les rencontrer ensemble. Et donc voilà, il y a plein de mathématiciennes qui ont plein d'enfants, par exemple. Alors je sais pas si c'est pas glamour, c'est pas. Mais bon, des études sociologiques montrent, par exemple, que
si vous prenez une collégienne qui a 15 de moyenne et que vous lui demandez si elle est bonne en maths, elle va vous dire qu'elle est moyenne. Si vous prenez un garçon, il va vous dire qu'il est très très fort. Donc il y a quand même il y a aussi peut-être dans la manière dont les filles se considèrent, sont peut-être plus exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes et osent moins en fait s'aventurer là où elles ne sont pas absolument sûres d'être légitimes. Il y a sans doute beaucoup de choses à travailler à ce niveau-là. Et je pense qu'effectivement, des romans comme celui de Nathalie, ou le fait de mettre en avant des exemples de femmes qui font ce type de carrière, ça va forcément aider les filles à se projeter. Moi, je crois beaucoup à ça, effectivement. Je vois que le temps passe très vite. Avant de donner la parole au public, peut-être une petite question qu'on n'a pas abordée sur les liens vraiment dans la nature. On sait qu'il y a un certain nombre d'écrivains, d'écrivaines qui sont d'origine plutôt scientifique. On pense évidemment à Roubaud, mais à d'autres. Est-ce que vous diriez qu'il y a une nature de rapport à l'écriture, à la littérature? C'est une vaste question. D'écrivains qui viennent de cet endroit-là? Est-ce qu'il y a un rapport à la langue, un rapport à la géographie, à l'espace, à la manière d'inscrire des récits qui vous semble venir de quelque part de scientifique, ou est-ce que ça vous semble être totalement coupé en réalité et sans fondement, cette réflexion-là? Une formation scientifique, est-ce qu'on est un écrivain différent, pour le dire très vite? Alors encore une fois, les écrivains scientifiques sont très divers aussi, c'est-à-dire Boris Vian, qui était un centralien, n'écrit pas du tout comme Georges Perec. Donc moi je pense qu'il y a quand même... je pense que la pratique, la formation scientifique, et notamment en mathématiques, aide beaucoup à penser en termes de structure. On voit des structures au lieu de voir les éléments séparés, on comprend, et peut-être qu'on construit... nos intrigues ou nos personnages de cette manière. Je pense qu'il y a la question de la logique aussi. Moi, je sais que c'est fondamental pour moi dans la construction d'une histoire, que ça se tienne. Et c'est une aide aussi, parce que tout ce qui est contrainte, finalement, réduit le choix des possibles et donc vous aide en fait considérablement à écrire. Et donc moi je sais que je suis très sensible à ça, et notamment alors ça se voit peut-être moins dans les romans, mais dans l'écriture dramatique, puisque je suis aussi dramaturge. Pour moi c'est très important, et je sais que quand je lis, alors je saurais pas forcément le définir, mais quand je lis des écrivains matheux, j'ai eu une surprise assez drôle il y a quelques années de me retrouver dans un dîner avec Yamen Manaï, qui est un jeune écrivain tunisien absolument génial, et j'ai découvert qu'on avait fait la même école d'ingénieur en discutant comme ça, mais bon, pas la même année. Et c'est vrai que je l'ai lu donc après, et il a vraiment un humour de matheux, par exemple. Il y a un certain humour, je pense, de matheux. Voilà. On ferait une petite démonstration à l'issue de... Nathalie, sur ce sujet? Alors, c'est difficile parce qu'en effet, d'abord, il y a plusieurs sortes de scientifiques, mais moi, je pense que ça se sent dans l'écriture. Je ne sais pas, si vous prenez un Houellebecq qui a une formation d'ingénieur, je trouve que ça se sent quand il écrit. Même chez Boris Vian, quand vous lisez Hervé Le Tellier, vous sentez aussi la formation scientifique. Donc je sais pas, c'est une façon de calibrer la langue qui est pas exactement de la même manière. Et puis il y a ces écrivains qui sont talonnés par la science, qui sont pas eux-mêmes des scientifiques, mais qui ont des ambitions de scientifiques. Je sais pas, prenez Proust ou Flaubert, ils sont travaillés par cette question de la rigueur, de la loi générale, de la structure, et ça se sent aussi. Donc je sais pas si c'est enviable, pas enviable, mais en tout cas ça fait une petite différence, oui. Je vous remercie de votre écoute. Je me tourne vers vous si vous avez envie de peut-être prendre la parole pour une question. Oui, on va vous faire passer un micro, s'il vous plaît, au deuxième rang. Bonjour, merci beaucoup. C'était une question plutôt pour Nathalie Azoulay. Vous employez le terme scientifique uniquement pour les gens des sciences dures, et les gens des sciences humaines et sociales, vous les considérez comme non scientifiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en utilisant ce vocabulaire de manière sélective, vous confortez pas ce contre quoi vous luttez un tout petit peu dans votre roman? Parce que la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, l'histoire sont des sciences quand même. Ce sont des sciences humaines. Je pense qu'il y a quand même une différence. Oui, mais moi, je pense que les langages ne sont pas les mêmes et les formations ne sont pas du tout les mêmes non plus. Je connais assez bien le monde des sciences humaines. Et en face de ça, des scientifiques qui travaillent en physique ou en mathématiques, je vois bien qu'il y a des différences. C'est pas les mêmes
façons de travailler, c'est pas les mêmes façons de penser. S'il y a des points de passage, évidemment il y en a, ça ne suffit pas à dire que c'est la même chose. Et quand moi je parle des lettres dans mon livre, j'englobe toutes les sciences humaines. Et encore une fois, je pars de ce point de vue qui est l'asymétrie, mais j'essaye de rattraper cette asymétrie et de voir comment justement il y a de la richesse des deux côtés et il y a surtout de la richesse à se rencontrer et à se mélanger davantage. Merci pour votre question. Oui, monsieur, allez-y, on vous apporte le micro. Oui, pour prolonger cette question qui était presque celle que j'avais envie de vous poser, je crois que c'est un petit peu réducteur de mettre les sciences sociales du côté de la littérature, parce que si vous connaissez un peu l'anthropologie, la sociologie, c'est pas le cas. Mais je voudrais vous poser la question de la philosophie. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, à propos du genre, de l'autocensure des femmes, rapprocher la philosophie des mathématiques? Parce que si on voit la façon dont la philosophie se constitue du point de vue universitaire et du point de vue éditorial, c'est plus près de la mathématique que de la littérature au sens des romans. Parce que les femmes se censurent aussi. Il y a des tas d'études là-dessus sur la philosophie. Moi, je ne veux pas reprendre sur mon désaccord sur la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, tout ce qu'on veut, parce qu'il y en aurait pour des heures. Mais simplement sur la philosophie, est-ce que vous ne croyez pas que justement, si tant est que ce soit une science humaine, ça aussi, ça serait un très long débat, c'est en tout cas, du point de vue sociologique, plus près de la mathématique que de la littérature? Alors, je ne connais pas les chiffres. Je pense qu'il y a quand même plus de philosophes femmes que de mathématiciennes. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a des bastions dans la philosophie, en particulier la philosophie politique, par exemple, qui est encore très masculine. Oui, c'est vrai, mais moi, j'avais envie de raconter dans mon livre une division qui passait par deux mondes qui étaient plus éloignés encore que ça. Parce que quand vous êtes un écrivain, vous dialoguez assez facilement avec un philosophe, même s'il y a beaucoup de différences. Vous avez quand même des langages communs. Si vous êtes un écrivain et que vous êtes face à un mathématicien, c'est difficile de dialoguer mathématiques. Donc, j'avais envie de mondes plus écartés. Mais vous avez raison, il y a encore des bastions dans la philosophie. Alors, est-ce qu'il faut aller chercher du côté de la haute abstraction? Est-ce que plus la matière est abstraite et plus elle est masculine? Je ne sais pas, je ne ferai pas des raccourcis aussi brutaux, mais il y a peut-être quelque chose de ça. En fait, je suis mathématicienne et je suis chercheuse en maths, en maths appliquées. Et cependant, dans les voyages que j'ai pu faire, j'ai pu rencontrer des milieux de mathématiciens très différents, notamment en Argentine, par exemple, dans un labo très prestigieux de l'Université de Buenos Aires. Il y a beaucoup de femmes. C'est un statut très particulier. Pour moi, en tout cas, les mathématiques ont un statut particulier en France qui leur donne, si vous voulez, c'est un outil de sélection. Et les hommes étant naturellement programmés pour être bien sélectionnés, peuvent se précipiter sur cette matière. Mais je ne pense pas qu'il y ait des questions liées... il y a des questions peut-être, vous avez peut-être raison, liées à l'abstraction ou à une forme d'envisager le monde. Mais le contexte français, d'après moi, amène le fait que les femmes... moins, j'allais dire, portées à se battre pour la sélection, vont peut-être délaisser ça. Et par rapport à ce que vous disiez sur les dossiers, c'est des choses qu'on connaît tout à fait dans notre milieu. Il y a aussi le fait que nous, en tant que femmes, on va prendre en charge des choses que les hommes ne prendront pas en charge parce que ça prend trop de temps et qu'il vaut mieux faire des maths que de s'occuper de gérer des emplois du temps, des machins, des trucs, etc. Et je pense que ça, on le retrouve à tous les niveaux des carrières universitaires. C'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, et même en lettres, je suis convaincue, pour en connaître quelques-uns, que la proportion de femmes dans les plus hauts grades universitaires, qu'on soit en histoire, en philosophie, est beaucoup plus faible que dans les grades moins élevés, quoi. Alors, il y a peut-être plus de doctorantes, mais voilà, je veux ça comme ça. Oui, non, mais sans doute. Mais je pense que j'ai évidemment écrit du point de vue d'une perspective très française, qui est la perspective que je regarde le plus. Mais tant mieux si dans d'autres pays, c'est moins sensible. Et comme vous le dites, plus on monte dans les hiérarchies universitaires, quelles que soient les matières, et moins il y a de femmes, c'est vrai, je l'ai constaté aussi. Après, dans les domaines des mathématiques, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite spécificité, notamment au niveau international.
Au niveau des récompenses aussi, il n'y a quand même eu qu'une médaille Fields donnée à une femme jusqu'à ce jour. Et espérons que ça change. Je ne sais pas si ça changera, mais plus il y aura de modèles féminins et plus les jeunes filles auront envie de s'y conformer. Donc, il faut juste que ça démarre. Pour rebondir sur cette question des spécificités françaises, autre chose dont on a parlé, c'est effectivement cette impossibilité de revenir aux sciences une fois qu'on s'est engagé dans la voie littéraire. Et alors moi, j'ai eu la grande surprise en interviewant Alessio Figali, donc, qui a eu la médaille Fields à la dernière cuvée, donc la cuvée 2018. Lui, il a fait Figali, et après il est revenu, donc italien, jeune mathématicien, brillant mathématicien italien, donc titulaire de la médaille Fields. Il a fait une première L. Enfin, je connais pas le système scolaire italien, mais il a fait L, et puis il est revenu après aux sciences plus que brillamment. Donc voilà. C'est très exceptionnel. Voilà, oui, non, c'est quand même très exceptionnel. Hein. Mais c'était, en tout cas, j'étais très surprise de ça. Oui. Merci pour votre témoignage. Oui, une dernière question peut-être, allez-y. Du coup, je suis désolée, je vais un peu couper le débat. Enfin voilà, maths, sciences, etc. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, Gaëlle, Octavia, sur ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, moi, je vous ai découvert avec la fin de Mam Baby et j'ai absolument fascinée. Et c'est en vous entendant en parler sur la construction de comment votre rapport aux sciences et votre métier, enfin voilà, apporte à la construction du livre. Et j'avais juste que j'avais trouvé fascinante, et je n'avais pas imaginé votre parcours et tout. En fait, je m'y étais pas intéressée. J'avais juste lu le livre. Et est-ce qu'on peut revenir juste un tout petit peu sur comment vous pensez que ça nourrit ça ? Je sais que c'est la question que vous avez posée, mais je suis encore un peu frustrée sur comment ça se construit, en fait. Comment vous pensez que votre pratique mathématique, enfin voilà, quand vous écrivez, qu'est-ce que ça va apporter en plus que peut-être Nathalie Azoulay fait différemment ? Est-ce que c'est possible d'en parler un peu, ou c'est trop tard ? Alors c'est pas du tout impossible, mais c'est assez difficile parce que c'est pas forcément conscient chez moi. Je pourrais pas. En plus, je connais pas les méthodes de travail de Nathalie, donc je sais pas si elles sont si différentes. Mais je pense que quand j'écris effectivement un roman, je suis assez guidée par l'idée que les choses soient cohérentes, en fait, par une cohérence. Et je pense que ça peut-être, c'est une analogie que j'ai risquée plutôt, puisque une partie de mon travail consiste à faire de la vulgarisation des maths, donc j'utilise parfois des analogies qui sont évidemment douteuses. mais sur le fait que les personnages comme les objets mathématiques abstraits, ils sont donc abstraits, on les crée, mais après ils ont un fonctionnement d'une certaine façon. Moi, c'est l'analogie que je fais. C'est même la question que je me pose, c'est est-ce que les mathématiciens sont des artistes ou des scientifiques en réalité ? Est-ce que c'est pas de l'art, les mathématiques ? Parce que on travaille avec des objets abstraits, mais on crée un monde dont on invente d'une certaine façon les règles, mais après, il faut les respecter. Il faut se conformer à ces règles. Et ce monde a sa cohérence. Il a beau être imaginaire, on y croit, quoi, en fait. Et je pense que moi, je construis mes histoires et mes personnages de cette manière. Une fois qu'ils sont construits, il faut qu'ils agissent avec cohérence. Et cette exigence de cohérence m'aide à faire progresser finalement l'histoire. C'est comme quand je disais tout à l'heure que la cohérence de l'histoire, de la bonne histoire de Madeleine Démétrius a voulu que je décide finalement qu'elle était écrivaine de littérature de gare. C'est venu après, mais c'est venu répondre à une exigence de cohérence par rapport à ce qui se passait après. Enfin voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Je suis sûr qu'il restera encore quelques questions dans son esprit, mais elle pourra peut-être venir vous voir pour le petit temps de dédicace qui va suivre. On va s'arrêter là. Un petit temps de dédicace, discussion plus informelle dans le hall du théâtre, je pense. Donc, La fille parfaite chez POL de Nathalie Azoulay et La bonne histoire de Madeleine Démétrius de Gaëlle Octavia chez Gallimard. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Le festival Au les Beaux Jours remercie Nathalie Azoulay, Gaëlle Octavia et Yann Nicole qui a animé cette rencontre, et l'équipe du Théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des autrices sont disponibles dans le descriptif du podcast.
Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du festival Oh les Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, musique The Unreal Story of Lou Reed by Fred Nefché et French 79, un podcast produit par Des livres comme des idées.